Alors, à la base, je voulais pas du tout être graphiste. Tout ce qui était typographie, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. Personnifier, c'est aussi un moyen de se rapprocher et de connecter celui qui regarde le visuel à celui qui transmet le message. Je pense que le déclic est certainement venu de mon père. Et quand j'avais fait ma fresque là, et je me rappelle qu'en fait, quand j'avais proposé ce projet-là, les profs, à l'époque, m'ont dit non, mais un graphiste qui fait un truc parodique sur Apple, tu veux pas travailler, en fait. Tu vas jamais bosser, l'idée, elle est nulle, etc., etc. Dire ça encore une fois. C'est-à-dire que tout en conservant l'ADN de la marque de l'entreprise, on va pas communiquer visuellement de la même façon à la cible, aux clients et aux investisseurs ou à des conférenciers. Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour trouver une idée. Tu as des principes de méthodologie. Moi, je me rappelle que j'avais un prof justement que j'ai eu à l'ECV de Paris qui lui me disait, quand tu sors du brief, il faut que le client puisse définir son projet, ce qu'il veut, en 3 mots, en 3 valeurs. Comment tu fais au quotidien pour retranscrire l'ADN de la marque dans tout ce que tu vas réaliser en fait? Comment tu vas borner cela? Comment tu vas créer du coup et transmettre l'identité de marque à travers, je sais pas, les interfaces, les boutons, les visuels? Quels sont tes repères par rapport à ça? Souvent en fait je vais puiser mon inspiration dans d'autres choses. Dans de la musique, dans des expositions, dans de la photo. C'est vraiment beaucoup plus print à la base. Ça a commencé par le dessin, la peinture. Ensuite, tout ce qui est création de plaquettes, création de livres, de books, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dirigé vers le digital. Puis le rhum, c'est de la canne, la vodka. En plus, ça fait aucun sens. Je dis vodka, c'est de la vodka. Donc si tu mélanges rhum et vodka, ça te donne de la vodka. One more time again. Je suis Gérald Joseph Alexandre, digital nomade et grand passionné de tout. Fondateur de Tan Audio et de Platypus Agency, agence web spécialisée en e-commerce basée en Martinique, à Paris et en Colombie. Et un podcast qui me ressemble, 99% avis tranché, dans lequel nous aborderons des sujets digitaux, e-commerce, de voyage ou de food. Au travers d'interviews, les invités de tous horizons échangeront autour de leur parcours, de leur histoire, partageront leur expérience, donneront leur avis tranché sur les sujets abordés. Se veut ouvert, inspirant, factuel, et souhaite donner l'envie à ceux qui l'écouteront eux aussi d'affirmer ce qui les fait vibrer. Ou pas. Bonjour ou bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a un énorme talent, avec qui j'ai déjà collaboré sur plus d'une dizaine de projets et qui a réalisé le logo et le design du blog qui est devenu après le podcast Aidiosa. C'est avant tout un graphiste, dirons-nous généraliste. Pourquoi généraliste ou encore caméléon? Car il a la faculté de pouvoir intervenir sur plein de domaines liés à une entreprise. C'est avec cette créativité à revendre que nous tenterons de vous expliquer les facettes de son métier. Il s'appelle Christophe Villet, c'est mon ami et mon invité aujourd'hui. Christophe, comment vas-tu aujourd'hui? Hello, merci Gérald pour l'invitation, ça va très très bien, et toi? Super. Dis-moi Christophe, avant de rentrer dans le métier de graphiste généraliste, peux-tu te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours s'il te plaît? Ok, alors moi je viens de Martinique, de Fort-de-France. Foyal City. Exactement. Donc moi j'ai fait un bac littéraire. Après ce bac littéraire là, je suis passé à l'IRAV. C'est quoi l'IRAV? L'Institut régional d'art visuel de Martinique. Ok. Le nom a changé entre-temps. Maintenant, je me demande si ça n'a pas changé encore une autre fois. C'est devenu le campus des arts caribéens. Ok. Et donc du coup moi j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait un DNAT là-bas, donc une licence en art graphique. D'accord. Et en fait, à la suite de cette licence-là, je me suis dit que j'étais encore jeune et que j'avais la possibilité d'aller encore un peu plus loin. Et en fait, j'avais 2 objectifs. Je m'étais dit, soit j'essaie de pousser, je pars en France et je vais sur Paris dans une école d'art, soit je le fais sur une école à Montréal. Ok. Et au final, je me suis dirigé sur Paris. Le froid de Montréal, t'as pas voulu tenter? Non, j'avais déjà testé, mais pour le coup, non. Bah, après, j'ai pris le froid de Paris. Mais donc du coup, je suis arrivé sur Paris en 2010, novembre 2010, si je ne dis pas de bêtises. Et je suis arrivé dans une école d'art visuel, l'ECV Paris, Ok. qui a aussi une école à Bordeaux, une école à Lille, une école à Aix-en-Provence. Je crois qu'il y en... Je suis pas sûr, hein. Je crois qu'il y a encore une autre école, mais bon. Ils en ont un petit peu partout, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, j'ai fait mon master là-bas durant 2 ans. J'ai fait un master 2 là-bas. Et en 2012, j'ai pris le temps de me poser. Comme moi, j'avais fait une spécialité identité visuelle. D'accord. J'étais plus spécialisé print à la base.
Mais j'avais fait pas mal de modules en web, pas mal de modules sur diverses choses, web, vidéo, mais j'avais envie de pousser en fait vers le côté digital. Donc ce que j'ai fait en fait après ce master là, d'ailleurs ça a toujours beaucoup de monde, c'est que j'ai en gros j'ai fait une formation en alternance de chef de projet digital dans un institut qui s'appelle Doranco qui est sur Paris. Ok. Donc du coup pendant 1 an j'ai appris un peu toutes les strates, on va dire, d'un projet digital. D'accord. Donc j'ai fait un peu de code, j'ai fait du PHP, du HTML et tout ça. Et en fait Ça t'a plu le code ou pas? c'est bien, je me vois pas en faire. Toi, j'ai des notions. Donc, quand j'interagis avec des développeurs, je sais, enfin, je comprends des choses. Je sais à même de dire, bon, ben là, tu as des margins qui sont pas bons par rapport à la maquette. Ok. La Sans les marges sur le code en fait. Ouais, exactement. Des petits détails. Et aussi de comprendre, en fait, la logique. Ok. Parce que, au-delà du code et tout ça, comprendre la logique du projet en partant des sprints, du travail de design, du travail de découpe, du travail des développeurs, et tout ça, en fait, de comprendre toute la strat, ça m'a permis, en fait, d'être mieux armé. Ok. Aujourd'hui, pour toi, pour ton travail au quotidien, avoir ces compétences basiques de dev, c'est un vrai atout. Ah oui, pour moi, totalement. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle de quelque chose, typiquement la QA, ou... Donc, la QA, c'est la qualité. Ceux qui vont tester, en fait, ce qui a été fait. Exactement. On va dire que ça facilite les échanges, la compréhension. C'est-à-dire même si je suis pas à même de le faire moi-même, ok, je vais comprendre ce qu'ils vont m'expliquer. D'accord. Je comprends pour quelles raisons c'est pas forcément possible, sans forcément rentrer dans des choses ultra spécifiques ou ultra techniques. D'accord. Tu vas vraiment comprendre la globalité de leurs problématiques. Exactement. Et pouvoir potentiellement ajuster et proposer autre chose qui va plus les aider à réaliser ce qu'ils doivent réaliser. Exactement. Ok. Et du coup, après, t'as fait quoi comme parcours? Et du coup, en fait, après cette année d'alternance, je suis directement entré dans une start-up sur Paris depuis 2014, depuis février 2014. Et t'as pas bougé? Non. Ouais. Non, ça fait 7 ans, ouais. Ouais, ça fait un petit moment, du coup. Ok. Et du coup, ça fera bientôt 8 ans dans 4 mois. Ok, ils font quoi? Alors, en gros, c'est une startup qui est spécialisée dans tout ce qui est Android. C'est-à-dire qu'on développe des logiciels à destination des développeurs Android. On a aussi une activité de service, mais qui est moindre d'année en année. Donc, ça peut arriver qu'on intervienne sur des missions de création d'applications, de création de sites web, de portails web, de création de logiciels. Okay. Aussi en tant que prestataire pour des sociétés, mais principalement on développe nos solutions. Ok, d'accord. Et du coup, j'aimerais savoir que tu peux nous raconter le moment où tu as eu finalement le déclic dans ta vie, dans ta jeunesse, pour te dire que tu voulais être graphiste. Alors, à la base, je voulais pas du tout être graphiste. À la base, c'est pas que je voulais pas du tout, j'étais lié au monde de l'art, mais je pense comme beaucoup, au départ, par le dessin. Ok. Donc, tout ce qui est bande dessinée, tout ce qui est peinture, tout ce qui est manga, parce que je suis aussi un grand fan d'animation japonaise, etc. Donc, j'ai commencé par là. Du Japon en général aussi. Oui, du Japon aussi en général, surtout. D'ailleurs, en plus, je dis ça, mais j'ai un maillot de l'équipe nationale du Japon sur moi. Et Captain Tsubasa. Exactement, c'est exactement ça. Ceux qui connaissent un petit peu le manga. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, le truc un peu marrant, c'est que tout ce qui était typographie, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. Et mon projet de master 2, c'est un projet typographique. Ok. Totalement typographique. Et donc, aussi à l'origine, c'est ça, identité visuelle. Donc, tout ce qui est typographique. Ouais, tout ce qui est identité de marque. Ouais. J'étais vraiment beaucoup plus print à la base. Et en fait, de fil en aiguille, ça a commencé par le dessin, la peinture. Ensuite, tout ce qui est création de plaquettes, création de livres, de books, etc. Et de fil en aiguille, je me suis dirigé vers le digital, mais je me dis que c'est pas plus mal parce que du coup, en fait, j'ai un peu une vision globale de la chose. J'ai pas énormément exploré la partie vidéo dans le design graphique, mais je pense que tu as des graphiques qui sont quand même spécialisés print et qui ne touchent pas du tout à des problématiques du UI, du X, et inversement, tu as des graphistes purs UI/UX qui vont pas du tout intervenir sur la création d'un leaflet, de cartes de visite, etc. C'est quoi un leaflet? C'est des supports papier. Ok. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que justement, c'est
pour cela que tu es là aujourd'hui, c'est que Christophe, il a une vision vraiment, vraiment globale, en fait, sur toute la partie graphique de création d'une entreprise, d'un projet, à la fois du print, du software, du web, un peu tout. Et l'idée, c'est vous essayez de comprendre, en fait, l'avantage d'avoir quelqu'un qui maîtrise un peu tout pour pouvoir aller plus loin et puis aussi expliquer aux différentes personnes ce qu'il peut apporter. Alors, du coup, tu as un petit peu dit ce que tu faisais, mais pour moi, est-ce que tu peux préciser un peu ce que c'est? Alors non, pour revenir à la partie, à quel moment tu t'es dit finalement, je veux être graphiste? T'as commencé par le dessin, je suppose, c'est ça? Ouais. Mais le truc, t'as dit, bon, je veux en faire mon métier, même sur la partie dessin, au final. Mm-hmm. C'était quand? Le déclic, alors je pense que le déclic est certainement venu de mon père. Je crois que c'était à l'époque du collège, peut-être. Et à un moment donné, en fait, je dessinais énormément pendant toute ma scolarité au primaire. Au collège, ça a commencé à diminuer. Et un jour, mon père m'a dit, tiens, sur ton ordinateur, je vais t'installer un truc. Je lui ai dit, c'est quoi? Okay. Il m'a dit, c'est Photoshop. J'ai dit, c'est quoi Photoshop? Et là, il m'a dit, c'est un truc, un logiciel, tu vas pouvoir faire du montage, tu vas pouvoir faire tes dessins scannés, et les travailler sur l'ordinateur. Donc, du coup, au tout début, je me suis dit, pourquoi pas? Ouais. Et en fait, c'est parti de là. Je pense que c'est vraiment parti de là. Parce que mon père, à la base, mon père est instit. Ok. Mais, il dessine beaucoup. D'ailleurs, c'est lui qui me faisait certaines illustrations, certains trucs. Il me faisait aussi je me rappelle, je crois que je l'ai toujours en plus chez mes parents. Un dessin d'un truc des Chevaliers du Zodiac. Ok, lourd. Ok, les Senseiya. Et bon, après, mon père est multifacette, hein, tu vois, il est instit, mais il est musicien. C'est aussi un artiste, en fait, finalement. Voilà, exactement. Tout ce qui a touché à la dynamique artistique, c'est des choses qui m'ont intéressé. La cuisine, la photo. D'ailleurs, la photo, c'est lui aussi qui m'a mis un peu dedans. Même, principalement dedans. Et donc voilà, je pense que c'est à partir de là, que j'ai eu le déclic. Ok. Ce jour, il m'a dit, tiens, Photoshop. En fait, t'as eu le déclic, mais finalement, c'était déjà en toi, par ton père. Ouais, on peut dire ça. Ok. Et donc, du coup, là, on va revenir après, effectivement, à la partie dessin. Photoshop, ça fait, du coup, depuis le collège que tu pratiques. Ouais. Mais j'utilise, je pense, en tout cas dans ma pratique actuelle, par rapport au métier, moins Photoshop par rapport à des outils de prototypage qui sont plus spécifiques. Ok. Parce qu'en fait, comme le métier a évolué, tu as énormément d'outils différents, spécialisés selon ton usage. D'accord. Donc, plus tu vas faire des tâches dans un domaine particulier, plus tu vas utiliser tel type de logiciel, tel type de logiciel, tel type de logiciel. Ok, donc il y a un logiciel maintenant par thématique métier par rapport à ce qu'on veut faire, au final. Plutôt, ouais. Ok. Mais la plupart sont connectés entre eux. Ok. Quand même. C'est le logiciel de la suite Adobe. Et après, tu as des choses, typiquement comme Sketch pour le prototypage, Figma, tu as Adobe XD qui est aussi dans la suite Adobe. Ok. Mais tu as vraiment des outils spécifiques par rapport à ton usage. Ok. Dans le monde des graphistes, il y a plein de styles et toi, tu as une particularité, donc on l'a un peu compris, c'est que tu es capable de faire des illustrations, notamment des illustrations isométriques, et ça, c'est plutôt rare en réalité. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir dans mon entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est une illustration isométrique et en général, qu'est-ce qu'une illustration peut apporter en fait à un visuel? Ok, alors l'illustration isométrique, c'est un rendu, c'est pas vraiment de la 3D, c'est une mise en perspective des éléments, vue de haut, vue de dessus, qui permet en fait, selon moi, de pouvoir créer comment je pourrais expliquer ça? Du relief, finalement. Du relief, mais aussi, tout ce qui est schéma. Du volume. De donner effectivement du volume, de la consistance, à une illustration qui serait totalement 2D, qui serait un peu plate. De la perspective, en réalité. Voilà. Ça donne un peu plus de corps à tout ça. Ok. Et en fait, ça va donner un effet un peu plus réaliste, finalement, des choses. Réaliste, alors, dans un sens, oui. Et après, tu as différents types d'isométrie. Tu as des isométries qui seront très travaillées, d'autres qui seront plus flat. Alors, quand je dis flat, c'est-à-dire qu'on aura un rendu pas moins travaillé, mais avec plus d'aplat. Ok. Mais oui, globalement, ouais, ça donne plus de perspective. Alors,
il y a beaucoup de graphistes qui font des visuels, X ou Y, mais certains n'arrivent pas à faire d'illustration en elles-mêmes des personnages pour vraiment apporter une touche, une dimension un peu plus personnelle, en fait, finalement, au visuel. Qu'est-ce que pour toi apporte une illustration par rapport à un visuel classique? Alors moi, je pense que l'illustration va venir donner un côté un peu plus humain. C'est-à-dire que tu peux très bien illustrer quelque chose avec un schéma basique, mais l'illustration, tu vas d'ailleurs ajouter un personnage, personnifié, c'est aussi un moyen de se rapprocher et de connecter celui qui regarde le visuel à celui qui transmet le message. Ok. Donc finalement, on va aussi pouvoir se projeter. On peut dire, ce personnage, je m'identifie à lui, ou c'est un personnage qui va identifier la marque finalement, qui communique avec nous. Ouais, c'est le principe de la mascotte. Alors, tu n'es pas obligé d'avoir une mascotte. Tu peux avoir un style qui sera identifiable. Et c'est justement en fait ce qui rejoint l'idée d'identité visuelle. Ok. Donc, tu peux très bien travailler une identité visuelle, avoir un logo très simple que tu reconnais, et l'ensemble du travail se fera sur la charte graphique, sur les illustrations, sur le style d'illustration, qui va donner un vrai caractère à la fois à la marque et à la fois au message. Ok. Si on veut savoir de quoi est composé de façon exhaustive une identité visuelle, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, on a parlé effectivement de typo. On peut expliquer ce que c'est, mais il y a typo, il y a le logo, il y a la baseline. Et est-ce qu'aussi, justement, ces éléments type donc d'illustration, ça fait partie de tout ça? Totalement. Tu as aussi la couleur. Oui. Typiquement, un exemple très simple, hein, même si Facebook va devenir méta, le bleu Facebook, tu sais que c'est le bleu Facebook. Des fois, tu vois juste le fond. Tu n'as même pas besoin, à vrai dire, d'avoir le logo Facebook. Tu vas avoir le fond avec la couleur Facebook, la typo que tu vois dans le logotype. Tu sauras que c'est ça. Pareil pour Twitter, pareil pour d'autres supports, pareil pour Instagram, pour elle aussi, leur dégradé, finalement, on le reconnaît assez facilement aussi. Exactement. Et est-ce que pour toi, quand justement un client va te demander ce qu'on appelle une charte graphique, on doit penser un petit peu à tout ça? Totalement. Totalement, il faut l'anticiper, savoir si le message, si le type d'illustration est adapté au message et aussi adapté à la cible. Ok. Typiquement, une illustration avec des tons avec des traits trop enfantins, avec des choses plus, on va dire, fun, des choses assez ludiques, ça va peut-être pas forcément matcher sur un sujet ou sur un corps de métier qui est très sérieux. Sauf si le but de l'entreprise est de jouer sur ce décalage. Okay. Le tout pour moi, c'est que ce soit le client, l'équipe de créa, que les deux soient d'accord en fait sur la visée. Ok. Sur la visée à terme, ok, c'est sérieux, on veut passer un message décalé, comment on le fait? C'est sérieux, on veut rester sérieux, donc on va, au niveau de l'illustration, au niveau du visuel, on va essayer de rester quand même dans des choses assez neutres, assez rassurantes par exemple, par rapport au corps de métier. Ok. Ça dépend vraiment de ce qui a été défini. Défini dans l'ADN de marque finalement. Exactement. Alors c'est une très bonne transition parce que pour le coup, donc, toi tu as un profil qui est très orienté produit, branding aussi, et ça fait longtemps que tu es dans ta startup, donc tu connais très précisément son ADN. Comment tu fais au quotidien pour retranscrire l'ADN de la marque dans tout ce que tu vas réaliser en fait? Comment tu vas borner cela? Comment tu vas créer du coup et transmettre l'identité de marque à travers, je sais pas, les interfaces, les boutons, les visuels? Quels sont tes repères par rapport à ça? Alors le principal repère reste de base la charte graphique. Ok. Les codes, le type de couleur, il y a des choses tu sais que tu ne vas pas utiliser dans la charte graphique, ou si il y a une volonté justement d'utiliser d'autres codes, c'est-à-dire que la charte graphique évolue. D'accord. Et à ce moment-là, c'est comme comment dire. Je prends l'exemple, je fais un parallèle par exemple avec un restaurant. Tu as une spécialité dans quelque chose, tu le maîtrises, tu le déclines, mais tu souhaites y apporter de la nouveauté. Donc à ce moment-là, tu commences à rajouter des éléments, tout en gardant, on va dire, le socle de base. Ok. Le socle de base est essayer de tourner un peu autour de ça. Ok. Donc au final, en fait, tu vas dans ta charte graphique, tu vas la faire évoluer, mais par
comment tu vas rapporter quelque chose d'extérieur. En gros, tu as envie d'essayer quelque chose. Elle a été définie sur le graphique, sûrement au lieu, elle a été validée. Ouais. Alors, tu as peut-être des contraintes projet pour aller vite sur un domaine, mais tu as envie d'apporter une nouveauté. Comment tu vas intégrer cette nouveauté-là dans ce schéma graphique? Tu as un processus de validation d'abord en interne. Comment ça fonctionne, en fait, tout ça? Ok. Alors, on va dire que ce soit en interne ou même sur un projet externe, si on veut apporter de la nouveauté, il y a toujours, dans la création du projet, on va dire plusieurs pistes. Plusieurs pistes, on va dire celle qui est la plus rassurante, qui est la plus proche de ce qu'on connaît. Ok. Une piste qui va être, qui va s'appuyer sur ça, mais qui va apporter autre chose avec d'autres éléments visuels. Ça peut être un changement de typo, par exemple un changement de typo de titre, tout en gardant la typo d'origine. Ça peut être une couleur qui a été ajoutée à la charte de base. Ça peut être des petits éléments visuels qui vont venir... comme des icônes, des choses comme ça. Des icônes qui vont venir un peu... Des éléments graphiques. Graviter autour de la base. Et du coup, dans le process de validation, en tout cas, nous, ça reste quand même assez ouvert. D'accord. Dans le sens où on peut proposer, en argumentant, on proposerait telle solution pour tel et tel motif, en pensant que ça va apporter telle et telle chose à l'image de la marque, et on itère. Ok. Donc en fait, la charte graphique, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Ça va constamment évoluer. Oui, parce que justement, en fait, l'objectif de la marque, justement, ce n'est pas de stagner. Ça se voit même sur des grosses marques. Hein. Il y a des grosses marques où on voit que le logo, je crois que c'est le logo de Total ou le logo de grosses industries. Au final, si tu compares le logo à son origine, le logo 10 ans après, le logo 20 ans après, 40 ans après, tu vois quand même un fil conducteur. Okay. Ça peut être par exemple, j'ai pas de logo en tête en particulier, mais même celui d'Apple finalement aussi qui a évolué au fil des ans. Oui, par exemple. La chromatique, les différentes couleurs, la profondeur, le relief, pas de relief, choses comme ça, les aplats. Exactement. Et tu vois le fil conducteur et tu vois aussi les évolutions. Tu vois totalement les évolutions. À un moment donné, je me rappelle, personne n'imaginait qu'il y aurait eu des Apple en couleur parce que des iPhones, pardon, tous ceux qui sortaient, ils étaient tous noirs, blancs, argentés. Ouais. Et ensuite, tu as eu différentes teintes de rouge, d'orange, de bleu. Ouais. Parce qu'à l'origine, le logo d'Apple, c'est un logo multicolore. Exactement. Ça. Et qui va communiquer sur l'ouverture, sur l'inclusion, ces valeurs-là ça va apporter, en fait. Et même aussi des marques comme Nike aussi, ils ont fait évoluer leur logo. Avant, il y avait Nike, The Nike et compagnie, après que le swoosh. Et puis, ils sont revenus un petit peu à l'origine. Alors, aujourd'hui, tu fais beaucoup de design software. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un software déjà et en quoi ça consiste de faire un design software et quelles contraintes un design software apporte par rapport à un design web classique? Alors déjà, le design software, c'est le design de logiciels, d'applications qui seront installées sur le bureau, qu'on soit sur un OS Mac, Windows, Linux. Donc sur un ordinateur physique, quoi. Oui, ouais. Exactement. Okay. Sur un ordinateur physique. Les contraintes qu'on peut avoir, typiquement, ça va être alors, tu me dirais que c'est un peu les mêmes contraintes pour le web, la résolution de l'écran. Ok. Typiquement, dans la résolution de l'écran et aussi les comportements en fonction des OS. Typiquement, tu vas faire une application desktop sur macOS. Toi-même, tu sais que sur macOS, typiquement, tu as la barre de menu qui est intégrée tout en haut. Ça sera pas la même problématique par rapport à ton produit sur Windows. Du coup, ta barre de menu sera intégrée, on va dire, à ta fenêtre. C'est autant de composants que tu dois intégrer dans ton design. C'est pas quelque chose qui va driver le projet, mais comprendre les différences typiquement entre les OS et même savoir ce qui sera possible de faire, ce qui sera pas possible de faire. Bien que ça te donne une vision un peu globale de l'ensemble. Ok. Alors, je vais encore une fois réexpliquer ce que c'est un OS parce qu'en fait, c'est un mot finalement qui revient dans tous les podcasts. Donc, l'OS, c'est Operating System en anglais. C'est en français le système d'exploitation. Donc, les 3 plus grands connus, on va dire, ça seront Windows, que vous connaissez tous, macOS pour ceux qui sont chez Apple, et puis Linux, avec toutes ces variations. Et effectivement, comme disait Christophe, aussi bien comme pour le navigateur dans le web ou sur la partie vraiment software,
il y aura des contraintes qui seront vraiment liées à l'OS. Déjà, des fois aussi en termes un petit peu de charte, de forme, aussi de boutons et de menus, choses comme ça. Et toutes ces choses-là doivent être prises en compte parce qu'il faut rester dans l'esprit de l'OS, mais aussi, il faut aussi apporter, en fait, son ADN dans le produit qu'on va fabriquer. Exactement. Et il y a aussi une autre composante, c'est le type de techno qui sera utilisé par l'équipe de dev. C'est-à-dire que, en fonction des choix qui seront faits, typiquement le format d'icône ne sera pas forcément le même. Okay. C'est-à-dire que sur une expérience, même si on privilégie le format vectoriel, typiquement avec des fichiers qu'on va qualifier de fichiers SVG, ça peut arriver qu'on fonctionne avec du PNG. En fonction du type de techno, sur certains softwares, on va privilégier tel type de format, etc. Ok, d'accord. Donc c'est aussi important à prendre en compte dans tout ce qui est génération d'assets. L'asset, c'est les fichiers qui seront exportés. Exactement, les fichiers qui seront exportés, que ce soit des icônes, que ce soit des illustrations, etc. En fait, les assets, voilà, c'est tous les éléments qui vont venir apporter un peu de valeur finalement à votre projet, que ce soit effectivement des images aussi, tous les éléments de la charte, enfin, et même du visuel qui a été fourni. Du coup, sur la partie vraiment purement software, aujourd'hui, dans ton entreprise, à quel moment, quand quelqu'un veut faire une nouvelle fonctionnalité, la partie produit va penser à ça, à quel moment il va t'introduire dans la réflexion? Je dirais pas en amont, c'est-à-dire que eux vont définir les contraintes, vont définir un peu le cadre, le périmètre, déjà savoir de quoi ils ont besoin, définir peut-être une deadline pour la réception du design, une deadline pour la mise en prod. Je dirais que qu'en tant que designer, on est que je suis mis plutôt dans la boucle à mi-parcours. Ok. Pas mi-parcours. C'est-à-dire que la feature a déjà été pensée, actée, et en fait, on va te solliciter pour fournir quelque chose, mais potentiellement aussi, ton regard peut remettre en cause certaines choses, mine de rien. Ça peut arriver, mais ça reste quand même assez rare. Ça dépend effectivement des cas. Mais en général, la feature correspond à des vrais besoins, alors qui sont d'une part validés par les équipes de dev, mais aussi qui sont validés par plus haut. Ok. Alors, en tant que, on va dire, graphiste généraliste, quels sont, de façon exhaustive encore une fois, les différents domaines d'intervention? Qu'est-ce que tu as pu faire déjà en termes de graphisme? Alors, je sais pas, je vais essayer d'être exhaustif. Du design d'applications mobiles, du design de sites web, du design de logiciels desktop, du design de logiciels on va dire d'applications web, c'est-à-dire ces applications qui sont en fait utilisables sur un browser, sur un navigateur web. Ok. Donc c'est une application qui se trouve dans un navigateur web. Exactement. Ok. Tout ce qui va être support de papeterie, donc carte de visite, brochures, dépliants, books, des illustrations pour les réseaux sociaux, des goodies, ça va être des t-shirts, des sweats, des kakémonos, des affiches, des stickers, des présentations aussi sur des outils tels que PowerPoint ou Google Slide, principalement pour des interventions lors de conférences, ou pour des présentations auprès d'investisseurs, des logotypes, des chartes graphiques. Parce que ça aussi c'est important, mine de rien, là on parle de présentation pour des conférences, pour des rendez-vous avec des investisseurs, de garantir un niveau de qualité dans les rendus qui vont sortir de l'entreprise et qui vont aussi posséder l'ADN de l'entreprise jusqu'à la presse qu'on va présenter justement lors de différents salons. C'est vachement important ça au final. Totalement. Et mine de rien, en fait, il faut assez jongler en fait entre les différents interlocuteurs. C'est-à-dire que tout en conservant l'ADN de la marque de l'entreprise, quel que soit quelle que soit l'entreprise, on va pas communiquer visuellement de la même façon à la cible, aux clients, et aux investisseurs ou à des conférenciers. Ok. On aura un ton peut-être plus sérieux,
des choses qui vont vraiment à l'essentiel et moins, je dirais, de fun ou de choses qui pourraient être source de distraction visuelle. Ok. Alors, et mine de rien, il y a un truc qui est important, c'est que le fil conducteur, finalement, ça reste le branding. C'est-à-dire que Exactement. tout ce qu'on fait est brandé et asseoir son identité de marque, c'est capital dans toutes les étapes, en fait, de notre entreprise. On investit, en fait, sur soi-même. Et c'est ça je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il faut investir sur soi-même, sur sa marque. Exactement. Ok. Je sais que tu lis beaucoup. J'ai vu des choses, des fois, me semble, dans différents livres de littérature design. Est-ce que tu peux me dire si dans la littérature design, il existe des méthodes qui vont décrire comment trouver une idée? Alors, il n'y a pas de recette miracle. Après, tout dépend du secteur. Est-ce que tu parles plus d'un projet d'illustration, de logotype, de site? Je sais que tu lis beaucoup. Est-ce que il existe dans la littérature design des méthodes qui vont décrire comment trouver une idée? Alors, trouver une idée, il y a pas vraiment de recette miracle pour trouver une idée. Tu as des principes de méthodologie pour avoir un cheminement pour aboutir à quelque chose. Après, ça dépend vraiment aussi du contexte. Est-ce qu'il s'agit d'une idée par rapport à un site? Est-ce qu'il s'agit d'un projet UI/UX? Est-ce qu'il s'agit d'un projet d'affiche pour une exposition, pour un concert? Est-ce qu'il s'agit de la création d'un logotype? Tu as vraiment des cheminements différents en fonction du type de création, du type de projet qu'on veut. Du type de projet et surtout de la finalité. D'accord. Quel sera le support, etc. Ok, il y a quand même des guidelines si on se dit qu'on veut réaliser une partie typographique avec un logo, identité visuelle, tout ça. Il y a quand même des guidelines qui vont définir qu'est-ce que c'est cet ensemble-là. Voilà, tu auras un process différent. Typiquement, pour un projet UI/UX et pour un projet d'identité visuelle, tu vas pas commencer par la même chose. Okay. Bien que l'identité visuelle, tu te projettes déjà, on va dire, dans la création, dans le figuratif, dans les croquis, etc. Tandis que pour un projet d'interface, etc., tu seras plus dans la construction, dans la structure du projet. Donc, tu auras une phase de wireframing, vraiment toute la structure, l'ossature du projet, et ce n'est qu'après que cette ossature soit définie que là, tu vas commencer à rajouter des couches. Okay. Des couches créatives. Ok. Process qui est un peu différent dans la création d'identité de marque. Alors, justement, très bonne transition. Comme je l'ai dit en intro, donc Christophe a réalisé le logo et le design du site du blog Idiosa. J'aimerais qu'on puisse un petit peu justement détailler quelle est cette démarche, quand on veut créer un logo, comment on fait pour passer, en tout cas, tu fais pour passer de la feuille blanche finalement aux premières propositions que tu m'as faites. Alors la première étape, c'est vraiment le brief. C'est vraiment le brief avec le client. Moi, je me rappelle que j'avais un prof justement que j'ai eu à l'ECV de Paris, qui lui me disait, quand tu sors du brief, faut que pas forcément, alors, il m'a dit 3 mots, 5 mots max. Il faut que le client puisse définir son projet, ce qu'il veut, en 3 mots, en 3 valeurs. Okay. Pas vraiment 3 mots, mais plutôt 3 valeurs. Okay. Qui vont correspondre. Savoir ce que le client ne veut pas. Savoir si le client a déjà des choses qu'il apprécie dans divers corps de métier. Okay. Soit des concurrents, soit des choses qui n'ont rien à voir. Pour un peu cerner son univers graphique. Cerner ce qu'il n'aime pas du tout. Et à partir de là, quand on connaît les valeurs, quand on connaît à peu près ce que le client aime ou n'aime pas, alors pas sur ses goûts personnels, mais par rapport à la vision qu'il a de sa marque, pour moi en tout cas c'est déjà l'ossature. Okay. Ça permet de définir. Autour des valeurs, on va pouvoir placer des concepts, des idées. Typiquement, je sais pas, il y aura une marque qui aura comme valeur le fair play, le respect et la bravoure, quelque chose comme ça. En fait, ça donne des thématiques qu'on peut ensuite illustrer et qu'on peut essayer de mêler ensemble pour donner quelque chose d'harmonieux qui correspond grosso modo au brief, aux valeurs que la personne a envie de transmettre par rapport à sa marque. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment la ligne directrice, se dire, par rapport à ces valeurs-là, je vais créer quelque chose qui, quand la personne va voir le résultat final, en tout cas les premières propositions,
te dira, ça correspond à ce que j'ai envie de transmettre par rapport à ma marque. Ok, d'accord. Je vois à peu près. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, en général? Comment tu te fais, en fait, pour te tenir au courant des tendances? Comment tu vas nourrir ta créativité de façon quotidienne? Est-ce que tu suis des personnes en particulier? Est-ce que tu vas lire des choses en particulier? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors moi, alors je dis pas que c'est un peu atypique, mais je suis pas d'artiste en particulier. C'est-à-dire que je vais en suivre plusieurs. J'ai pas de référence. J'ai des sites sur lesquels je vais, des sites créatifs. Ça peut être sur Behance, ça peut être sur Dribbble, sur pas mal. C'est quoi Behance et Dribbble? En gros, ce sont des sites où c'est un peu des vitrines créatives où des amateurs ou des professionnels peuvent poster leurs travaux. Ok. Leurs travaux, donc tu as dans différents secteurs. Donc ça peut être sur de la vidéo, ça peut être sur de la typo, du dessin, etc. C'est une grande vitrine créative. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un réseau social finalement de créatifs où il y a un peu... Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a des interactions, on peut... Déjà, on se crée un compte, c'est pas quelque chose sur lequel on vient et on regarde juste, on peut se créer un compte, interagir justement avec les différents comptes. On va dire que c'est une ressource, mais que c'est pas... Moi, en tout cas, je vais pas forcément puiser uniquement dedans. Que le nom, ok. Souvent, en fait, je vais puiser mon inspiration dans d'autres choses. Dans de la musique, dans des expositions, dans de la photo. En fait, j'essaie de... Comment dire? De nourrir ma pratique graphique et créative avec d'autres pratiques créatives. Ok. M'inspirer de choses, une émotion ou quelque chose. Globalement, c'est ce que je fais. C'est vrai que c'est un peu atypique dans le processus. Du coup, je vais poser une question. Alors, comment la photo, parce que je fais beaucoup de photos, comment la photo influe-t-elle sur ton travail au quotidien? Quelle inspiration tu vas puiser dans une photo? Est-ce que tu as un exemple en tête, par exemple, de choses que tu as dit, ah ouais, ça, c'était un set que j'ai fait sur une photo, ou que j'ai vu dans une exposition, et ça m'a donné une idée pour une créa que j'ai faite plus tard. Alors que je réfléchisse quelque chose que j'ai réellement utilisé, je m'en rends pas compte en faisant typiquement la photo. Ouais. Mais on va dire que c'est quelque chose de sous-jacent. Typiquement, il y a des choses, par exemple, je vais faire une photo il y a 3 ans, 3-4 ans à Bali. Et en fait, je l'ai en tête. Et il y aura un projet qui va résonner avec ça. Je vais me dire, tiens, mais j'avais vu ça quelque part. Il y a une connexion qui se fait, ouais. Et du coup, en fait, je recherche dans ce que j'avais fait, etc. Et même des fois, je me balade juste dans la rue et je prends des photos de choses. Ok. C'est un peu la logique que j'avais en école d'art, sauf qu'en école d'art, en fait, on faisait ça avec des carnets de croquis. D'accord. Donc souvent, on était en panne d'inspiration sur un projet. Vous nous disiez, vous prenez votre carnet de croquis, descendez dans la rue, baladez, vous dessinez, trouvez une idée, vous trouvez quelque chose, etc. Vous arrêtez pas. Donc en gros, tu te crées alors c'est une mécanique déjà, de se dire, ben en fait, je suis tout le temps en train de m'inspirer. Et une recherche. Ouais. Des fois, en fait, ça paraît vraiment abstrait, parce que tu dis, ben, du coup, tu cherches quoi exactement, et tu dis, ben, je cherche un truc qui je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose, quoi exactement? Et je sais plus exactement c'était quoi cette phrase. Je me rappelle, c'est le directeur de là où j'étais à l'IRAV. Moi, je crois qu'il nous avait dit, alors je sais pas si c'est de lui ou si c'est de quelqu'un d'autre, hein, il nous avait dit, il n'y a pas de modèle pour celui qui cherche ce qu'il n'a jamais vu. Ok. Et en gros, c'était son leitmotiv, c'était vous sortez, vous faites des trucs, et de toujours nourrir sa pratique par autre chose. Ok. Et ce qui est important, finalement, c'est le toujours nourrir en vrai. C'est de ne jamais arrêter de nourrir sa pratique et de s'inspirer. Et ça peut être dans le cinéma aussi, parce que moi j'adore le cinéma, ça peut être dans le gaming, dans la cuisine aussi. Parce qu'il y a beaucoup de, mine de rien, enfin, c'est un peu un autre domaine, mais on voit qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ont des pas qui sont au final très graphiques, qui vont s'inspirer même de certaines pratiques picturales. Oui. Et tu te dis, ah ouais. Ouais, quand tu vois, enfin, aussi bien le dressage, comme on l'appelle, ou des fois aussi on voit les profils Instagram de différents cuisiniers, et on sait qu'ils ont fait la photo eux-mêmes, on se dit, punaise, il y a du level, quoi. Ils sont pas photographes, il y a du level. Exactement. Quel est finalement le plus beau souvenir ou l'accomplissement, la chose dont tu es la plus fière au niveau
graphique et artistique que tu as fait? Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose qui date. Et en plus maintenant je vais pas dire que depuis j'ai craché dans la soupe, mais ouais, parce que j'ai un iPhone. C'était c'était quand déjà? C'était en 2009. Il y avait une exposition. Les élèves de l'IRAV avaient en fait l'accès à certains murs de la ville de Fort-de-France pour pouvoir créer des fresques. Ok. Et moi en fait j'avais un projet qui tournait en fait autour d'Apple. Ok. Et en fait moi j'avais appelé ça Hypocrisie. Et en fait, j'avais appelé ça Hypocrisie et j'avais mis I Smoke, I Drink. D'ailleurs, j'oublie, c'est quoi le troisième que j'avais mis. Je sais pas si j'avais pas mis un truc genre I Fuck ou quoi, mais toute l'hypocrisie en fait entre les choses que l'on consomme, qu'on nous vend, et sur lesquelles nous sommes jugés. Et en fait, moi j'ai voulu faire ce parallèle-là avec avec la marque Apple, que je trouve ça marrant, je trouve ça graphique. Et surtout, en fait, j'avais fait des aplats. Ok. Et j'avais fait ça sur tu vois le parking du Milk, enfin l'ancien Milk. Oui, donc ouais. à Fort-de-France, le Milk, c'est une ancienne boîte de nuit qui est à Fort-de-France. Voilà, et du coup j'avais fait ma fresque là. Ok. Et je me rappelle qu'en fait quand j'avais proposé ce projet là, les profs à l'époque m'ont dit non mais un graphiste qui fait un truc parodique sur Apple, tu veux pas travailler en fait, tu vas jamais bosser, l'idée elle est nulle, etc., etc. Et je me rappelle que j'étais allé à fond dans mon truc et la finalité c'est que lors d'un événement du coup dans l'école, il y avait une présentation et qu'il y avait en fait des personnalités caribéennes qui avaient été invitées, des artistes, et que pendant que l'un de mes professeurs était en train de présenter son travail, il y avait un diapositif qui passait avec les différentes fresques, les différents travaux des étudiants. Et je me rappelle que pendant qu'il était en train d'expliquer son truc, quelqu'un s'est levé, quelqu'un a dit excusez-moi, ça c'est quoi? Et il parlait de mon travail. Ouais. Et du coup en fait ils sont restés, et c'est lui qui a dû expliquer que mon travail était cool. Alors que juste avant, il aimait pas l'idée. Il avait pas l'idée. Ça, je m'étais dit, bon, après, je crois 3-4 mois après, quelqu'un a recouvert le tag. Enfin, ouais, ça, malheureusement, c'est le domaine du graphe, c'est souvent comme ouais. ça. Mais t'as des photos de ça ou pas? Ouais, alors, ça date. Ouais. Mais je pense, de toute façon, sur Facebook, tu retrouves tout. Donc, je pense en avoir sur Facebook. Ah, bah, j'aimerais bien l'avoir à l'occasion, en tout cas. Super. Et du coup, quel projet t'a donné le plus de difficultés à t'en sortir? Où tu te dis, oula, là, je suis dans une impasse, j'arrive pas à trouver soit l'inspiration ou à craquer le truc. Ou t'as passé un sale moment parce que finalement, c'était pas quelque chose qui était fun. Alors, j'en ai un en tête. C'était un projet pour Orange, où ça avait été vachement compliqué. C'est-à-dire que les échanges déjà étaient un peu compliqués avec le client, qui avait pas vraiment d'ouverture d'esprit sur le design. Ok. Et je me rappelle lors d'une présentation, on avait fait quelque chose, on avait fait une illustration. Alors le principe de l'application qu'il voulait faire, c'était une application pour mesurer le taux de zénitude des utilisateurs. Okay. Non, des utilisateurs. En gros, tu as une application, l'application s'appelait Wixen, et typiquement, ça calculait le nombre de temps que tu passais sur ton téléphone, le nombre d'appels que tu recevais, et il y avait un algorithme qui devait définir, bon bah tu as passé 3 heures, tu as été en call pendant tant de temps, donc en fait tu es stressé, etc., etc. On a fait des illustrations, dont une illustration qui était symétrique, et c'était même pas un détail important, mais je me rappelle que le client nous a dit la symétrie c'est la beauté du pauvre, je n'aime pas, et je pense qu'on va pas prendre des illustrations. Et du coup, je lui ai dit, on va prendre quoi? On va prendre des photos. Donc, je me dis, on va peut-être prendre des banques d'images. Et non, le client voulait faire les photos lui-même. Lui-même personnellement? Exactement. Avec son téléphone. Ok. Du coup, on a dû intégrer au design des photos faites à l'arrache. En plus, c'était même, je sais même pas quel téléphone il utilisait. C'était vraiment un truc de mauvaise qualité. Il avait même fait des selfies de lui pour indiquer le truc. Et c'était c'est assez folklorique. C'était pas terrible. Ouais. C'était pas terrible du tout. Assez folklorique. Quel est aujourd'hui, comme tu es comme généraliste, mais le type de projet qui te pose le plus de problèmes? Alors, c'est peut-être ingrat de dire ça, mais je dirais les projets du UI et du X.
Ok. Mais je pense que c'est la composante même de... C'est plus ou moins logique que ces projets-là en soi posent des problèmes de par les différents allers-retours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement... En comparaison avec un projet qui va être purement visuel, il n'y aura pas des contraintes techniques liées au développement. Mm. Typiquement, je conçois un logo. Le logo est validé. Le visuel est tracé. Les formes sont définies. La charte graphique est définie. On est bon. Et tu peux faire la même chose sur un projet d'identité visuelle, enfin, sur un projet d'interface et te rendre compte que, alors, soit le parcours client ne convient pas. Mm. À un moment donné, il y a une petite marche en arrière où l'ensemble de l'équipe se rend compte que, ah, mais tiens, là, on perd peut-être des utilisateurs à cette étape. Il y a aussi d'autres choses sur la faisabilité technique qui n'est pas possible. Mm. Typiquement, toi, tu as pensé à ça, tu l'as designé et on se rend compte qu'au développement, c'est pas possible. Du coup, il faut trouver une solution alternative. Ou peut-être que c'est possible, mais pas pour une première itération. Ouais. Où c'est possible, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il y a toute cette dynamique technique et financière qui est rajoutée comme contrainte à la créativité. En fait, il faut souvent jongler avec ça. Ok. Donc finalement, c'est dès qu'il y a justement des choses qui vont contraindre la créativité, c'est moins fluide. Oui, c'est-à-dire que le résultat qu'on pourrait espérer juste sur du visuel, parce que mine de rien, un projet d'interface, le visuel est un support, mais c'est pas le principal. Mhm. Souvent, on dit, certes, ça correspond pas forcément aux maquettes, mais c'est fonctionnel. Ok. C'est fonctionnel, le parcours fonctionne, etc., etc., etc. L'illustration, on pourra pas mettre de parallaxe, d'effets, des choses comme ça, mais c'est fonctionnel, ça passe. Ok. Si tu avais une baguette magique te permettant de travailler sur le projet de ton choix avec une carte blanche pour faire ce que tu veux, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Alors par rapport à une marque qui existe déjà, Ce que tu veux, que ce soit quel que soit le domaine créatif. Je pense que j'aurais travaillé dans du gaming. Ok. T'aurais aimé faire quoi en gaming? Alors ça dépend, parce qu'il y a énormément de choses. Soit j'aurais pu mettre mes compétences de création en termes d'interface pour la logique sur de vendre du produit, mais j'aurais bien aimé travailler sur, j'ai un truc con, mais un projet un peu à la Age of Empire. Ok. Des jeux vidéo un peu à l'ancienne, quelque chose de différent. Tu aurais aimé créer les personnages, l'univers graphique? Ouais. L'univers graphique. L'univers graphique, mais en me servant aussi des compétences que j'ai acquises en interface. D'accord. Comme mine de rien, ces éléments, enfin, ces jeux-là demandent quand même une certaine logique dans le placement des certains boutons, d'interaction, etc. Donc je pense que ouais, un projet de gaming, ça serait pas mal. Ok. Super. Comment tu vois ton métier d'ici 5 à 10 ans? Le métier de façon globale ou le moi m'intégrant dans... Le métier de façon globale. Et après, on va venir à toi. Alors, le métier de façon globale, je pense toujours, comme sur les 10 dernières années, en constante évolution. Ok. Et je pense peut-être en évolution rapide. À la fois dans les outils et dans ce qu'on va demander aux designers de faire. Mais je dirais même plus sur les outils. J'ai l'impression qu'il y a plus d'outils sur le marché, et que plus on avance, plus on demande des compétences et des choses parallèles, annexes, qui viendront se rajouter aux compétences de base. Je vais donner un exemple très concret. Avant, effectivement, le designer faisait une interface et puis il allait expliquer quelle interaction il imaginait par rapport à tel bouton, par rapport à telle animation sur un texte qui va se cacher, l'autre qui va monter, compagnie. Aujourd'hui, il y a des outils à disposition de designer pour pouvoir créer l'animation. Alors, soit sur une forme de vidéo pour montrer, en fait, aux développeurs, voilà ce que je veux. Et là, il n'y a plus de débat sur l'interprétation. Ou, carrément, le designer, il peut, en fait, générer du code, en fait, directement, qui va fournir au développeur, qui va mettre en place automatiquement l'animation que lui avait pensé. Ouais. Et on voit même aussi des solutions qui vont transformer un design tout fait
directement en code. Oui, ça je l'avais vu, mais bon, apparemment c'est pas Top. propre, on va Ouais. dire. Ça génère du code, mais qui est pas forcément maintenable facilement par un humain derrière. C'est ça. On va dire que ça peut être pratique pour, je dirais un book, quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en place pour De façon une professionnelle. voilà, pour une solution e-commerce ou autre. Je pense que c'est pas du tout quelque chose adapté. Même, je suis pas sûr que ça aille aussi loin que ça. Après, ça peut être intéressant aussi pour ce qu'on appelle des prototypes. Oui, pour les prototypes, oui. Ouais. Faut rapidement sortir quelque chose et pouvoir montrer une application qui va ressembler plus ou moins à quelque chose, à quelqu'un, pour pouvoir vendre un concept. Voilà, pour pouvoir tester, ouais. Exactement. C'est ça. Et du coup, ça, c'est pour, on va dire, ton métier, mais et toi, dans 5 à 10 ans. Du coup, tu seras dans le gaming? Je sais pas. C'est quelque chose auquel je réfléchis pas mal. Je me dis que c'est vachement intéressant. Et en même temps, quand je regarde mon parcours, en fait, il y a toujours eu un élément qui m'a amené vers quelque chose d'autre. Quand tu regardes bien, à la base, je voulais être dessinateur de BD. Là, principalement, je fais de l'interface. Mm. Et en fait, entre les deux, j'ai fait l'identité visuelle. J'ai fait un peu de vidéo, mais c'est pas mon... Ouais, je suis pas plus que ça attiré par la vidéo ou autre. Ok. Et entre-temps, en parallèle, je fais de la photo. Donc je gravite un peu autour de pas mal de choses. Mais dans 5 à 10 ans, ouais, je me dis que j'aurais bien aimé ne pas être exactement à la même place où je suis. Prendre justement la base sur laquelle je suis actuellement, du UX, pour, en tout cas dans un secteur en particulier, pour évoluer vers quelque chose d'autre. Ok. Toujours être en constante évolution et peut-être avoir différentes cordes aussi à mon arc. Du coup, tu m'as parlé de photos, tu m'as parlé de manga que tu aurais aimé faire, que tu aimerais écrire et dessiner. Quels sont tes futurs projets, justement, créatifs? Mes futurs projets créatifs, alors récemment, moi c'est la semaine dernière, je sais pas du tout où ça va mener, mais par rapport à mes photos, j'ai été contacté par quelqu'un qui organise des expos sur Paris. Il m'a dit qu'il était assez intéressé et normalement en fait on doit s'appeler cette semaine pour pourquoi pas monter peut-être un projet. D'accord, c'est pour une collab ou une expo, c'est Pour une expo. Pour d'accord. l'instant j'ai pas vraiment Le cadre de la le discussion. cadre, Ouais. mais juste qu'il aime bien le style. Ok, Le d'accord. style, donc on va dire à court terme en tout cas, c'est l'un des projets que j'ai. Et toi, pour le coup, faire encore plus de photos, tu aimerais ça en fait aussi. Ça dépend. Ça dépend. Alors, déjà, je sais que c'est extrêmement difficile. Ouais. Je suis pas du tout professionnel dans le domaine. Déjà d'en vivre. Mais ne serait-ce que participer à des expos en tant qu'amateur, ouais, ce serait quelque chose qui pourrait être pas mal. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu une idée toi-même d'une expo que tu aimerais faire toi? Sur une thématique en particulier? Pour l'instant, c'est encore trop abstrait. Ok. Trop abstrait. Je sais que j'aurais bien aimé faire quelque chose autour du noir et blanc, que c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et pourquoi pas avoir un défi sur de l'argentique. Parce que j'ai récemment eu un argentique. Peut-être sur de la photo de rue. Alors, pour ceux qui savent pas, l'argentique, c'est un appareil, on va dire, ancien, donc avec les pellicules qu'on va Exactement. développer, compagnie. J'en ai un aussi. D'ailleurs, j'en ai cramé 3 Ah au ouais? début. Ah ouais. Pourquoi? Comment t'as fait ça? Bon, en fait, je connaissais rien du tout à l'argentique. Ok. Rien du tout. J'avais regardé des vidéos sur le net, etc. Et je suis tombé en fait sur des tutos. Le mec te dit que même quand tu connais, ça peut arriver en fait que tu mettes ton film mal Mhm. et qu'en fait tu fasses tes 36 poses Ouais. dans le vent. Ah, oui, tu as cramé les pellicules. Oui. Ah oui, pas l'appareil. Ah oui, non, Ah pas d'accord, l'appareil, ok, oui, les oui, pellicules. bien sûr. Oui. Puis faire des tests, des Bien choses. sûr. Parce qu'en plus, l'appareil que j'ai, c'est un argentique télémétrique. Ok. Donc en gros, ce que tu vois dans l'œil ne correspond pas forcément. À ce qu'il y aura sur la pellicule. Voilà, exactement. Et donc du coup, tu as une petite zone une petite zone qui est orange sur le télémétrique que j'ai, que tu dois faire correspondre à ce que tu vises sur la photo pour avoir un rendu net. Ok. Donc
C'est un peu laborieux, mais j'ai déjà testé, c'est plutôt pas mal. Ouais. C'est une approche différente. Ça, c'est vraiment les passionnés de photo qui vont revenir un petit peu aux fondations, aux origines. Totalement. Ça va apporter une histoire différente, une touche graphique différente aussi. J'aime beaucoup ça, en tout cas. Et Christophe, si on veut te joindre, où est-ce qu'on peut te trouver aujourd'hui? Alors ça, c'est vrai que j'ai pas de site. J'ai pas de site. À la sortie d'école, j'avais un site, mais du coup, en fait, les travaux étaient beaucoup trop anciens, et puis ensuite, je m'en suis pas du tout occupé. Je dirais sur Instagram. C'est quoi ton handle sur Instagram? C'est marrant, c'est Igor Vodkan. Pourquoi Igor Vodkan? Igor Vodkan, alors c'est une longue histoire, ça remonte à un concours de graphisme qu'il y avait eu en 2009 ou 2010 pour le festival de Chaumont. C'était un concours international. En fait, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a organisé à la fin du festival, entre tous les étudiants graphistes là-bas, une beuverie le soir, où en fait chacun va ramener un alcool de son pays, et enfin, de son pays, de sa région, etc. Il y avait une sorte de concours, et en finale, il y avait une vodka de Serbie-Monténégro et un rhum vieux Clément. Ok. Et avec le gars, justement, qui ont buvé le truc, enfin là, on testait les deux, on n'avait pas à savoir lequel était le meilleur. Et du coup, en fait, moi, j'ai eu l'idée, j'ai dit, tu sais quoi, on va mélanger les deux. Et j'ai dit à un pote, tu sais quoi, qu'est-ce que je lui avais dit déjà? Je lui ai dit, le rhum, c'est de la canne, la vodka. En plus, ça avait aucun sens. Je lui ai dit, vodka, c'est de la vodka. Donc, si tu mélanges rhum et vodka, ça te donne de la vodka. Il a mis ta gueule, Igor, et puis j'ai bu. Et après, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. C'est la seule fois où j'ai vomi. Et depuis, en fait, j'ai jamais changé de nom. Du coup, ça date de 2009. Ok. Je t'avais jamais posé la question sur le nom de Igor Vodkan, et franchement, je suis content de le découvrir aujourd'hui parce que c'est un fou rire énorme. Ouais. Super. Mais Christophe, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. De ta présence ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire des retours encore. Si des choses que vous avez pas compris, vous avez des questions. Et puis Christophe, allez checker son Instagram, Igor Vodkan. Il fait des choses fabuleuses, à la fois en photo, mais aussi en graphisme. Très, très photo en ce moment. Un peu moins de voyage qu'avant. Mais ça va revenir, j'imagine. Et voilà. Merci à tous et à très bientôt. Salut. Salut. Merci. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour que l'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.